Bonjour, bienvenue à bord du Math Express. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre ensemble les questions 11 à 20 de mathématiques du concours 2022 d'entrée aux études de médecine en Belgique. Pour la 11e question, on nous donne deux nombres réels positifs a et b, tels que a au carré est plus grand ou égal à b. On nous demande parmi quatre propositions laquelle est égale à racine carrée de a plus racine carrée de a au carré moins b sur 2 plus racine carrée de a moins racine carrée de a au carré moins b sur 2. Les quatre propositions sont a racine carrée de a plus b sur 2, b racine carrée de a moins racine carrée de b, c racine carrée de a plus racine carrée de b, d racine carrée de a moins b. Dans ce genre d'exercice avec des racines, une bonne façon de procéder est d'élever l'expression au carré pour essayer d'éliminer les racines. Ici, développant le carré de l'expression, on trouve a plus racine carrée de a au carré moins b sur 2, plus 2 fois racine carrée de a plus racine carrée de a au carré moins b sur 2, fois racine carrée de a moins racine carrée de a au carré moins b sur 2, plus a moins racine carrée de a au carré moins b sur 2. En simplifiant un peu, on trouve alors a plus racine carrée de a plus racine carrée de a au carré moins b fois racine carrée de a moins racine carrée de a au carré moins b. Les radicaux sous les racines sont positifs, donc on peut écrire l'expression comme a plus la racine carrée du produit de a plus racine carrée de a au carré moins b et a moins racine carrée de a au carré moins b. Sous la racine, on retrouve un produit remarquable qui vaut simplement a au carré moins a au carré plus b, c'est-à-dire simplement b, et donc le carré de l'expression de départ vaut a plus racine carrée de b, c'est-à-dire que l'expression de départ est équivalente à racine carrée de a plus racine carrée de b, c'est-à-dire la proposition C. Deuxième question, on nous explique qu'un couple se lance dans l'élevage de chiens et souhaite planifier le volet financier de cette activité. On nous dit que chaque année, une somme grand F est utilisée pour les frais fixes incompressibles, à savoir le bâtiment, le chauffage, l'eau et l'électricité. On nous dit qu'un autre poste de dépense est lié aux frais de nourriture et de vétérinaire. Les frais annuels de nourriture sont estimés à un montant grand B par chien adulte et à 12 euros par chiot. Quant aux frais de vétérinaire, ils sont estimés à un montant grand V par adulte, tandis que le suivi des chiots est comptabilisé dans le suivi de la mère. Enfin, on nous dit que le prix de vente d'un chiot est fixé à 1200 euros, que l'élevage comprend NA femelle adulte et NY chiot, et que tous les chiots sont vendus à la fin de l'année. On nous demande parmi quatre formules mathématiques laquelle décrit correctement le bénéfice annuel du plan comptable de cet élevage. Les quatre propositions sont A 1200 moins 12 fois NY moins le produit de NA et de la somme de F plus NA fois V plus B, B 1200 moins 12 fois NY moins la somme de F et du produit de NA avec V plus B, C 1200 moins 12 fois NY moins la somme de F plus NA fois V plus B, D 1200 moins 12 fois NY moins le produit de NA et de la somme de F, V et B. Pour résoudre cet exercice, il est bon de rappeler que le bénéfice d'une activité est simplement la différence entre les recettes, c'est-à-dire les ventes, et les dépenses liées à cette activité. On sait que les recettes viennent de la vente des chiots et elles sont simplement proportionnelles au nombre de chiots, avec comme coefficient de proportionnalité le prix de vente par chiot, c'est-à-dire 1200 euros. Les recettes totales sont donc 1200 fois NY. On peut décomposer les dépenses en trois. Premièrement, on a les frais fixes d'un montant F et qui sont indépendants du nombre de chiens adultes et de chiots. Deuxièmement, on a les frais de nourriture et de vétérinaire des adultes qui sont proportionnels au nombre d'adultes avec comme coefficient de proportionnalité la somme V plus B du coût estimé de nourriture et de vétérinaire par adulte. Troisièmement, on a les frais de nourriture des chiots qui sont proportionnels au nombre de chiots
avec comme coefficient de proportionnalité le coût estimé de 12 € pour la nourriture. Notez bien qu'ici, il n'y a pas de frais de vétérinaire pour les chiots. Le bénéfice est donc donné par 1200 fois NY moins F moins NA fois V plus B moins 12 fois NY, qu'on peut réécrire comme 1200 moins 12 fois NY, moins la somme de F et du produit de NA avec V plus B, c'est-à-dire la proposition B. Comme 13e question, on nous donne la série statistique moins a moins x au carré, 2x moins 3x au carré moins a, dont la moyenne est notée m. On nous demande parmi quatre propositions laquelle est vraie quel que soit le nombre réel x. Les quatre propositions sont a, m est strictement plus grand que 0, b, m est strictement plus petit que moins 2, c, m est égal à moins a, d, m est différent de 0. La moyenne de la série est simplement égale à a cinquième de la somme de moins a moins x au carré, 2x moins 3x au carré et moins a, qu'on peut réécrire comme moins 2 cinquièmes de 2x carré moins x plus a. On voit en fait que cette expression est un polynôme du second degré en x, dont on peut calculer le discriminant. Ici, par simplicité, je calcule le discriminant du polynôme 2x au carré moins x plus a, qui vaut a au carré moins 4 fois 2 fois a, c'est-à-dire moins 8. Comme le discriminant est négatif, le polynôme n'a pas de racine, et son signe est celui du terme au carré, et donc le polynôme est strictement positif pour tout x. Si on considère le polynôme moins 2 cinquièmes de 2x au carré moins x plus a, celui-ci est strictement négatif pour tout x. En particulier, m doit être différent de 0 pour tout x, ce qui correspond à la réponse D. Si vous n'êtes pas convaincu que les réponses B et C ne sont pas possibles, il suffit de prendre x est égal à 0 pour voir que m est égal à moins 2 cinquièmes, donc m est plus grand que moins 2 pour au moins un x, et de manière évidente, m ne peut pas être égal à moins 1 pour tout x, car m dépend de x. 14e question, on nous dit qu'un publicitaire crée un logo en forme de K, comme illustré sur le schéma, qui n'est bien sûr pas à l'échelle. On nous dit que la ligne verticale du logo fait 30 cm et que la partie supérieure de la ligne verticale fait 10 cm. On nous dit que l'amplitude de l'angle entre la ligne verticale et la ligne oblique vers le bas fait 45 degrés. On nous demande ce que vaut le sinus de l'angle alpha, où alpha est l'angle entre la ligne verticale et la ligne oblique vers le haut. Les réponses proposées sont 2 tiers, racine carrée de 2 sur 2, 2 fois racine carrée de 5 sur 5 et a. Pour simplifier la résolution, je vais d'abord commencer par noter les extrémités du logo avec des lettres, ainsi que l'intersection des branches. On peut tout d'abord commencer par calculer la longueur du segment DC dans le triangle rectangle ADC. Dans ce triangle, on sait que la tangente de l'angle DAC vaut 1, car l'angle vaut 45 degrés, et que la tangente est aussi égale au rapport du côté DC sur la longueur du côté AD, qui vaut 20 cm. On trouve que DC vaut 20 cm, qui est aussi la longueur du côté EB. Dans le triangle rectangle AEB, on va pouvoir calculer la longueur de l'hypoténuse AB via le théorème de Pythagore, ce qui donne que AB au carré vaut AE au carré plus EB au carré, c'est-à-dire 500 cm², et AB vaut racine carrée de 5 fois 10 cm. Enfin, dans le même triangle rectangle, on sait que le sinus de l'angle EAD, c'est-à-dire l'angle alpha, vaut le rapport EB sur AB, c'est-à-dire 20 sur racine carrée de 5 fois 10, c'est-à-dire 2 sur racine carrée de 5, qui peut encore s'écrire comme 2 fois racine carrée de 5 sur 5, ce qui nous donne la proposition C. Pour la 15e question, on considère une fonction f définie sur l'ensemble des entiers strictement positif et définie par f de x est égal à ln de x plus a sur x. On nous demande parmi quatre propositions laquelle correspond à la dérivée f' de f. Les propositions sont a x sur x plus a, b moins a sur x au carré, c moins ln de x sur x au carré, d moins ln de x plus a sur x au carré. Avant de résoudre cet exercice, il est bon de faire deux petits rappels. Tout d'abord, la dérivée du logarithme népérien de x est simplement a sur x. Ensuite, la dérivée du quotient de f sur g est égale à la dérivée de f
fois g moins f fois la dérivée de g sur g au carré. Si on applique ces formules, on peut calculer que la dérivée de ln de x plus a sur x est égale à la dérivée de ln de x, c'est-à-dire a sur x, fois x moins ln de x plus a fois la dérivée de x, c'est-à-dire a, sur x au carré. Si on simplifie l'expression, on trouve moins ln de x sur x au carré, c'est-à-dire la réponse C. Comme 16e question, on nous explique qu'on a obtenu un écart type pour une série de 20 données. On nous dit qu'après vérification, deux des données sont considérées comme erronées et on les retire de la série pour ensuite recalculer l'écart type. On nous demande parmi quatre affirmations concernant le nouvel écart type sur les 18 données par rapport à l'ancien écart type sur les 20 données, laquelle est nécessairement vraie. Les propositions sont A, il va nécessairement diminuer par rapport à l'ancien, B, il va nécessairement rester inchangé par rapport à l'ancien, C, il va nécessairement augmenter par rapport à l'ancien, D, il peut diminuer, augmenter ou rester inchangé par rapport à l'ancien. On peut répondre à cette question en raisonnant un petit peu. Tout d'abord, il est bon de rappeler que l'écart type d'une série est défini comme la racine carrée de la variance de la série, où la variance de la série est simplement A sur n fois la somme des écarts au carré de chaque élément de la série par rapport à la moyenne de la série. L'écart type fournit donc une mesure de l'écart moyen des données par rapport à la moyenne. Imaginons qu'on enlève deux données de la série. Cela va avoir plusieurs effets, comme par exemple changer le nombre grand N d'observations et aussi potentiellement la moyenne de la série. Si on ignore ces changements, on peut faire aussi les constatations suivantes. Si les deux données erronées sont plus éloignées de la moyenne que le reste des données, l'écart type va diminuer. De manière similaire, si les deux données sont moins éloignées de la moyenne que le reste des données, l'écart type des données va augmenter. Aussi, on peut imaginer que pour des valeurs particulières des deux données, l'écart type va rester inchangé. En fait, ici, comme on n'a aucune indication sur les deux données erronées, les trois possibilités sont possibles. Et donc la bonne réponse est la réponse D. Notez qu'ici l'exercice est fait pour induire en erreur. En général, lorsqu'on exclut des données, c'est souvent quand on a des données extrêmes et probablement aberrantes par rapport au reste des données, et cela va en général mener à une diminution de l'écart type. Mais ici, comme on n'a aucune indication sur la raison de l'exclusion des données, l'écart type peut aussi bien diminuer qu'augmenter, ou encore rester inchangé. Comme 17e question, on nous donne la relation sinus de alpha est égale à moins 0,8 avec alpha strictement compris entre pi et 3pi sur 2. On nous demande ce que vaut tangente de alpha. Les propositions sont A 2 tiers, B 3 quarts, C 4 tiers et D racine carrée de 3. Avant de commencer, je vais faire quelques petits rappels. Le premier que pour tout alpha, sinus au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha vaut 1. Le second que tangente de alpha vaut simplement sinus de alpha sur cosinus de alpha, fait que le cosinus d'un angle est toujours strictement négatif lorsque l'angle est compris entre pi et 3pi sur 2. On peut commencer par calculer cosinus au carré de alpha, qui vaut 1 moins sinus au carré de alpha, c'est-à-dire 36 centièmes, et cosinus de alpha vaut moins 6 dixièmes, comme le cosinus doit être négatif. En fait, tangente de alpha vaut simplement sinus de alpha sur cosinus de alpha, c'est-à-dire 8 sixièmes, ou encore 4 tiers, c'est-à-dire la réponse C. Comme 18e question, on nous donne une culture de cellules qui croît de manière exponentielle. On nous dit que le nombre de cellules double en 20 jours. On nous demande combien de jours il faudra attendre pour que la population de cellules soit multipliée par 8 par rapport à sa valeur initiale. Les propositions sont A 20 jours, B 60 jours, C 80 jours, D 160 jours. On peut modéliser une croissance exponentielle comme P de t est égal à P0 fois 2 exposant alpha t, où P0 est la population en temps initial, t est le temps en jours et alpha le taux de croissance. Ici, par simplicité, j'ai une exponentielle de base 2, car on nous parle ici de population qui double ou qui est multipliée par 8, donc la base 2 paraît la base naturelle. En principe, on pourrait utiliser une autre base, mais les calculs seraient un peu moins directs.
Comme on sait que la population double après 20 jours, on doit avoir alpha est égal à A sur 20. On souhaite trouver le temps t étoilé tel que P0 fois 2 exposant alpha fois t étoilé est égal à 8 fois P0. On sait que 8 est égal à 2 exposant 3, donc on doit avoir que alpha fois t étoilé vaut 3, c'est-à-dire t étoilé vaut 3 sur alpha, c'est-à-dire 60 jours, ce qui est la réponse B. Ce résultat est assez logique car quelle que soit la population de départ, il faut 20 jours pour qu'elle double. Donc après 20 jours, ma population aura doublé, puis après 20 jours supplémentaires, cette nouvelle population aura encore doublé, puis encore après 20 jours, cette nouvelle population aura de nouveau doublé, ce qui correspond à multiplier par 8 la population initiale. Comme 19e question, on nous donne la fonction f définie explicitement par x fois exponentielle de x au carré sur 2. On nous demande que vaut l'aire comprise entre le segment de droite joignant les deux points de coordonnées 0, 0 et 2, f de 2, et la courbe définie par la fonction f située sous le segment. On nous donne aussi un schéma que je vais montrer au slide suivant. Les propositions sont a, e au carré moins 1, b, e au carré plus 1, c, 2e au carré moins 1, et d, 2e au carré. Il est bon de rappeler comment calculer l'aire d'une région comprise entre deux courbes. J'ai tracé ici la courbe et le segment de droite. On voit qu'il y a deux points d'intersection, et j'ai représenté en vert clair la région comprise entre les deux courbes. L'aire peut être calculée comme l'intégrale entre les deux points d'intersection de la différence entre les deux fonctions. Ici, f1 est la courbe au-dessus et f2 est la courbe au-dessous. Mais notez que si on ne sait pas quelle courbe est au-dessus ou en bas, on obtiendra juste une intégrale négative et il suffit juste de prendre l'opposé pour avoir une aire positive. Je vais effectuer un second rappel rapide sur la méthode d'intégration par substitution. Vous avez sûrement vu cette méthode autrement dans vos cours, mais ici je donne une version qui sera utile pour résoudre notre exercice. On suppose qu'on veut évaluer l'intégrale de a à b de f. F peut s'écrire comme petit g de h de x fois la dérivée de h par rapport à x. Si petit g est la dérivée d'une fonction grand G, alors f est simplement la dérivée de la fonction composée grand G de h de x, et donc l'intégrale de départ vaut simplement grand G en h de b moins grand G en h de a. On peut remarquer que l'intégrale de départ est en fait équivalente à l'intégrale de h de a à h de b de petit g. Cela correspond au changement de variable dans l'intégrale de départ, où on a remplacé h de x par la nouvelle variable u. Notez que l'utilisation de la lettre u est juste une notation. On va d'abord calculer l'équation du segment. On sait qu'il passe par les points de coordonnées 0, 0 et 2, f de 2, c'est-à-dire 2 fois e au carré, c'est-à-dire que la droite a pour équation y est égal à e au carré fois x. L'aire délimitée par ces deux courbes est donnée par l'intégrale de 0 à 2 de e au carré fois x moins x fois exponentielle de x au carré sur 2. La première intégrale se trouve facilement vu qu'on sait qu'une primitive de e au carré fois x est simplement e au carré fois x au carré sur 2. Pour la deuxième intégrale, on peut remarquer que x est en fait la dérivée de x au carré sur 2, et on peut donc utiliser l'intégration par substitution, où petit g est ici la fonction exponentielle, et h est simplement x au carré sur 2. Notez que les bandes d'intégration restent ici inchangées, car h en 0 vaut 0 et h en 2 vaut 2. On doit simplement intégrer une exponentielle à présent, dont une primitive est la même exponentielle. On peut ensuite évaluer la différence des primitives aux bornes d'intégration, et on trouve 2 fois e au carré moins e au carré plus a, ce qui donne e au carré plus a, c'est-à-dire la réponse B. Comme 20e question, on nous donne un plan muni d'un repère cartésien, et on considère la courbe C d'équation y est égale à 2x au carré moins 8. On nous dit qu'on a une droite DA tangente à la courbe C au point d'abscisse x est égal à a, et une droite D2 d'équation y est égale à moins x. On nous demande quelles sont les coordonnées du point d'intersection de DA et D2. Les réponses proposées sont A, le point de coordonnées 0, 0,
B, le point de coordonnées A moins A, C, le point de coordonnées 2 moins 2, et D, le point de coordonnées racine carrée de 33 moins A sur 2, moins racine carrée de 33 moins A sur 2. La pente de la droite DA est donnée par la dérivée de la courbe C en x est égal à A. La dérivée de la courbe vaut 4x et la pente de DA vaut donc 4. On peut trouver l'ordonnée à l'origine P de la droite DA en imposant qu'elle passe par le point de tangente A moins 6, ce qui donne moins 6 est égal à 4 fois A plus P, c'est-à-dire P est égal à moins 10. On trouve l'abscisse de l'intersection entre DA et D2 en résolvant l'équation 4 fois x moins 10 est égal à moins x, c'est-à-dire x est égal à 2. L'ordonnée de DA et D2 associée à cette abscisse est donnée par moins 2 et on a comme intersection le point de coordonnées 2 moins 2, c'est-à-dire la réponse C. Ceci termine cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Merci pour votre écoute et on se retrouve bientôt à bord du Math Express.